Je vous remercie d'être avec moi ce soir, c'est vraiment chouette. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous les quelques idées que j'ai pour faire en sorte de préparer l'après. Pour se donner un peu de contexte, là on est tous qu'on soit loueur saisonnier, qu'on soit responsable d'un gîte, qu'on exploite une maison d'hôte ou qu'on ait un petit hôtel indépendant, on est tous très en difficulté là aujourd'hui, il faut clairement se le dire. Évidemment qu'il y a des enjeux sanitaires qui sont indéniables et on va pas les éluder parce que c'est évidemment la priorité. Mais nous, pour notre activité, il faut qu'on garde à l'esprit qu'il va y avoir, on touche tous du bois, une fin rapide à cette pandémie et du coup, nous, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt à la reprise de l'activité, il faut qu'on soit en ordre de marche, en ordre de bataille, pour essayer de faire en sorte de compenser, en tout cas dans la mesure du possible, d'être prêt pour la suite et d'amoindrir au maximum cet impact financier que ça va avoir sur notre activité. Une petite question pour démarrer, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous êtes, quelle est votre activité? Quelle est l'activité qui fait que vous êtes là avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes plutôt loueur saisonnier, investisseur immobilier? Est-ce que vous avez plutôt un gîte, une maison d'hôte? Ou est-ce que vous êtes hôtelier indépendant? Ou hôtelier tout court? Je vous laisse me dire un peu quel est votre profil. C'est intéressant pour moi parce que ça me permettra aussi d'adapter et puis de vous donner des exemples qui sont plus liés à votre activité. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Je ne sais pas si j'ai encore un problème de commentaires. Dans le doute, je vais continuer et je vais continuer à vous partager parce que je veux pas non plus vous prendre toute la soirée. On va rester ensemble une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure, selon aussi vos questions. Alors ce serait bien que j'ai les commentaires pour pouvoir voir vos questions et y répondre. Alors, moi, j'ai réfléchi justement à quelques idées à vous partager, quelques idées que moi je souhaiterais aussi mettre en place euh, dans mon activité J'affiche complet pour accompagner les loueurs et accompagner les conciergeries et hôteliers. Donc voilà ce que je vous partage ce soir, c'est en trois piliers. Alors j'ai dit trois idées, en vérité c'est plutôt trois piliers, à l'intérieur il y a plusieurs idées. C'est vraiment, ce que je souhaite là, c'est vraiment vous partager des choses, peut-être que certaines choses vous correspondront pas, d'autres choses vous correspondront mieux, mais l'idée c'est d'avoir une sorte de petite boîte à outils pour que ça puisse vous inspirer et vous aider. Alors les trois piliers que je vois moi, c'est le premier, c'est un pilier commercial et marketing. Le deuxième, évidemment, je prêche pour ma paroisse, un pilier revenu management, mais ça reste incontournable, hein, paroisse ou pas paroisse. Et le dernier, c'est un pilier produit. En fait, sur le pilier commercial et marketing, ma conviction forte, c'est que au sortir de ce confinement, on va être dans l'obligation, plus que jamais, d'être proactif par rapport à l'activité. On va être vraiment dans l'obligation d'être réactif sur la partie produit, et on en parlera en troisième point, et d'être proactif sur la partie commerciale et marketing, plus qu'on ne l'a jamais été. Il va falloir faire la différence. Alors évidemment qu'après ce confinement, après cette crise, il y a certains acteurs du marché, certains de vos concurrents peut-être qui auront abandonné, qui se seront dit, ou qui malheureusement n'auront pas pu poursuivre leur activité. Mais la concurrence restera rude et il faut être les meilleurs pour faire la différence. Alors, sur le premier point commercial et marketing, il y a trois aspects, je pense, qui peuvent nous aider. Le premier aspect, c'est de se focaliser sur son activité passée. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur son activité passée pour faire en sorte de mieux démarrer sur les chapeaux de roue? C'est déjà de réinvestir toutes les réservations qu'on a eues dans le passé, de réécrire à nos clients passés, en leur disant voilà, on redémarre, voilà tout ce que nous mettons en place, on serait heureux vraiment de vous revoir dans nos locaux, dans nos biens, etc. Alors, si vous êtes hôtelier, j'imagine que vous avez une base client. Si vous êtes loueur saisonnier, vous n'avez peut-être pas encore une base client. Petite parenthèse, sachez que c'est très important pour vous de pouvoir, à un moment donné dans le process, récolter l'email de vos clients de façon à avoir justement cette base de clients que vous pouvez ressolliciter, auxquels vous pouvez rappeler votre existence voilà, de façon sympathique et commerciale. Mais dans des moments comme ça, typiquement, ça fait la différence et c'est crucial. Un autre point qui peut être important, c'est de solliciter les sociétés partenaires avec qui vous travaillez, ou des sociétés pour lesquelles vous avez la connaissance qu'ils ont séjourné chez vous dans le passé. Revenir vers eux de la même façon, de façon commerciale, déjà en prenant des nouvelles, parce que il est de bon ton de s'assurer que tout va bien quand même autour de nous en ce moment. Prendre des nouvelles et puis voilà, réinvestiguer cette relation commerciale petit à petit pour faire en sorte potentiellement de dégager des opportunités pour vous par la suite pour votre activité. Je vais regarder si du coup j'ai vos commentaires. Alors, ah si, j'ai une personne qui m'a dit LMNP, ok.
Super. Investisseur, LCD, LCD. Ah, bah, génial, tout est arrivé d'un coup. Super. Donc là, ce soir, on est plus entre investisseurs et MNP. Alors un autre point qu'on a sur la partie commercial marketing qui peut nous aider, c'est du coup, donc le premier, c'était de se focaliser un peu sur nous-mêmes, ce qu'on a fait dans le passé, et de réinvestiguer tout ça pour relancer la machine plus facilement. Un autre point auquel j'ai pensé, c'est de travailler sa présence en ligne. Alors travailler sa présence en ligne, ça veut dire déjà soigner vraiment son positionnement, son référencement dans les annonces. Il y a deux choses qui sont possibles sur ça. Alors une première chose sur Airbnb, si c'est pas le cas, essayez, en tout cas pendant cette période, d'avoir une validation automatique des réservations. Je sais que beaucoup le font, et je sais aussi, parce que peut-être que certains l'ont en tête, parfois je dis que c'est pas, ça peut être une bonne solution de le retirer, ce truc-là, notamment pour voir passer les réservations quand on est dans un contexte où on fait des tests, etc. En l'occurrence là, en situation de crise, si jamais vous étiez dans une situation où vous validiez toutes les réservations, si vous avez juste un bien par exemple et vous vouliez voir passer les choses, repasser la prise de réservation en automatisé sur Airbnb, ça va vous faire augmenter votre position dans l'algorithme. Et puis il y a une autre idée qui peut être bonne dans un contexte de crise, c'est d'utiliser les outils, notamment sur Booking par exemple, on a des outils promotionnels. Pareil que d'habitude, moi j'utilise pas vraiment les outils promotionnels liés au mobile, liés à la géolocalisation. En fait, pour différents critères, on peut accorder un petit pourcentage de réduction additionnelle. Évidemment que Booking aime et l'algorithme affectionne particulièrement quand on soutient toutes ces initiatives qu'ils proposent pour les propriétaires et les loueurs. Donc, aller dans ce sens-là, ça peut aider parce que ça permet évidemment de faire plaisir à l'algorithme et d'être mieux positionné. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous allez avoir des messages, vous allez avoir des contacts qui vous posent des questions. Il faut que vous disiez chaque contact doit convertir en vente. Vraiment, j'essaie de faire en sorte que toutes les personnes qui viennent vers moi puissent avoir l'envie de réserver in fine. Quitte à peut-être faire un petit geste commercial ou apporter un petit geste de service additionnel pour leur séjour. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, il faut garder à l'esprit que la personne, quand elle arrive au stade où elle pose une question, où elle vient vers vous pour vous écrire, donc déjà, elle dépense de l'énergie pour ça, elle prend la peine de le faire, c'est qu'elle est déjà allée chercher toutes les annonces, elle a fait sa sélection d'annonces, et elle s'est dit que la vôtre était vraiment top au point qu'elle dépense l'énergie pour aller vous écrire un message. Donc le chemin est déjà tellement bien avancé que ce serait trop dommage de gâcher ça et de perdre la réservation potentielle. Toute personne qui prend la peine de venir vous écrire, il faut convertir en vente, c'est l'objectif. Autre point, vous pouvez aussi envisager sur votre présence en ligne d'être présent sur des sites que vous n'aviez peut-être pas forcément envisagé jusqu'à présent. Il y a des sites qui sont intéressants, il y a des sites comme Trivago par exemple, des sites comme on m'a Emmanuel qui est là, je l'ai vu je crois dans les participants, m'a parlé cet après-midi de Google My Business, donc c'est vrai que ça peut être aussi à creuser, peut-être pas une solution qui apporte beaucoup de réservations, mais en tout cas ça travaille votre présence en ligne, donc ça reste positif. Historiquement, il est vrai qu'il était relativement recommandé d'aller sur des sites asiatiques type Agoda ou le site chinois Ctrip. Alors évidemment, au vu du contexte actuel, voilà, tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais en tout cas, sachez que jusqu'à coronavirus, ça faisait aussi partie des pistes pour aller accroître son activité et capter une clientèle nouvelle, très demandeuse de séjour en France. Donc, on a parlé pour la partie commercial marketing de reprendre ce qu'on avait fait dans le passé, on a parlé de travailler sa présence en ligne, et puis il y a une autre chose, c'est travailler sa présence locale sur les aspects commerciaux et marketing. Ça, c'est vrai que ça va être crucial, parce qu'on sait qu'on va beaucoup moins capter des clientèles qui viennent de très loin. C'est pour ça que je remets un peu en question des sites comme Agoda à ce jour, en tout cas, jusqu'à présent. Donc, travailler et avoir cette logique locale, ça peut être déjà de démarcher des entreprises locales. Sur les entreprises locales, j'ai fait l'exercice cet après-midi en fait de chercher. Je suis allée sur entrepriselefigaro.fr, donc c'est entreprise.lefigaro.fr. Si vous cherchez votre ville, vous allez voir que ça vous donne tout de suite les sociétés qui ont déclaré le plus de chiffre d'affaires dans votre ville. Ça peut être une première base. Alors moi j'ai fait le test cet après-midi.
je vous dis en transparence qu'il n'était pas hyper concluant. C'est-à-dire que j'ai choisi une ville, j'ai appelé toutes les sociétés et je leur ai dit voilà, moi j'ai des biens à louer en location saisonnière. Est-ce que je pourrais avoir le contact de la personne qui est en charge de loger les personnes pour des formations, des déplacements, etc. J'ai appelé 4 sociétés, une société n'a pas répondu, 2 m'ont dit ne pas être intéressés et une société m'a donné l'email de la personne contact. Donc évidemment, j'ai pas eu 100% de succès, mais je me dis que même un quart des sociétés qui vous dit oui, bah c'est toujours pas mal, c'est toujours des pistes d'activité. Et si vous arrivez à créer des nouveaux liens commerciaux comme ça, bah pour le futur, ça peut être clairement payant. Autre point, c'est si vous avez un bien d'exception. Si vous avez un bien d'exception, alors ça peut être le cas pour un appartement, mais je pensais plutôt à un gîte, maison d'hôte, voire un hôtel indépendant. Il peut être pertinent d'envisager réellement une logique de communication locale. Vous pouvez vous dire, bah, allez, j'investis dans un encart publicitaire dans le journal de la ville. Si vous faites ça, si vous prenez la peine de mettre un peu d'argent dans ça, faites en sorte de soigner la conversion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment communiquer quelque chose de différent, quelque chose d'atypique, quelque chose qui donne envie de venir aux clients qui voient votre offre, de façon à avoir un retour sur investissement utile dans ce contexte-là. Pensez par exemple à des packages pour des personnes qui sont ici et qui auraient envie, par exemple, de passer une soirée en couple ou quelqu'un qui a envie de s'aérer, de changer de cadre, etc. Une notion un peu qui s'apparenterait à une sorte de retraite dans un cadre apaisant. Ça peut être ce type de package, un package couple, romantique, un package yoga. Enfin, vous voyez, tout est possible dans ces lignées-là. Donc, on a parlé de la partie commercial marketing. Je vous ai donné 3 idées sur ça. Maintenant, il y a les aspects revenu management aussi. Revenu management, c'est très important. Alors, sur l'aspect revenu management, il y a un point qui est important, c'est que j'assistais cette semaine à une conférence très intéressante qui était menée par Madly de Welcome à la maison. Si vous ne connaissez pas Welcome à la maison, vous pouvez aller regarder, c'est très intéressant. Et du coup, on parlait des reports. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir qu'on a la possibilité de reporter les réservations plutôt que de les annuler, surtout si ce sont des réservations en direct. Donc ça peut être une bonne solution pour ne pas perdre la trésorerie d'ores et déjà engrangée. Et depuis qu'on en a parlé, j'ai repensé à quelque chose entre-temps que je vous partage là, c'est que du coup, d'un point de vue revenu management, si vous voulez faire ça, la loi vous l'autorise. En revanche, d'un point de vue optimisation de votre chiffre d'affaires, assurez-vous de donner quand même un certain nombre pas de restrictions, mais de vous assurer quand même que le client ne va pas revenir sur une période que vous auriez pricé beaucoup plus cher. Mettons qu'il annule un séjour au mois d'avril. En avril, vous êtes sur des prix, il se trouve que dans votre ville, ce sont des prix faibles. Si la personne vous propose de décaler son séjour et que, in fine, elle choisit une période événementielle, parce que c'est un événement sur lequel elle veut venir, bah, du coup, ce report, plutôt que de vous faire économiser de l'argent, en tout cas préserver de l'argent, va vous en faire perdre, parce que ce sont des chambres que vous auriez vendues de toute façon à un prix bien plus important. Donc sur ça, excellente idée et petit point de vigilance additionnel pour vous assurer que vous le faites dans des conditions qui vont vraiment préserver votre performance. Alors, sur les aspects revenu management, et notamment les aspects prix, ça c'est une grande question qui se pose en ce moment, c'est, voilà, j'ai mes prix, là tout est un peu en stand-by, quand je vais redémarrer, la question qu'on me pose c'est, bon Élise, quand je redémarre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec mes prix? Il faut redémarrer cher, il faut redémarrer pas cher, on aurait envie de pas trop casser nos prix parce qu'on a tellement souffert que là on a besoin de trésorerie, et en même temps on sait que tout le monde va avoir tellement envie de faire des ventes qu'on a peur que tout le monde casse les prix. Donc, sur ça, moi ce que je vous recommande dans un premier temps, déjà c'est de garder la tête froide. En général, sur la tarification, il faut souvent garder la tête froide. La première chose que je vous recommande, c'est de regarder la tarification que vous avez faite sur les mois à venir et d'identifier les périodes événementielles ou à tarification élevée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général, les périodes événementielles ou à tarification élevée, donc les périodes fortes, sont associées à des événements calendaires. On a mis prix fort parce que ce sont les vacances scolaires. On a mis prix événementiel parce qu'on a un salon hyper important. Donc, première chose, allez vérifier si les événements ont toujours lieu d'une part, et s'ils ne sont pas décalés. Dans ces deux cas-là, il faudra évidemment impérativement que vous changiez vos tarifs. Si vous aviez prévu un événement à une date, que l'événement n'a plus lieu,
on enlève la tarification événementielle, on passe à un prix normal. Si l'événement est décalé, ben, évidemment, on décale aussi nos prix. On repasse à des prix normaux là où il n'y a plus d'événements et on passe à des prix événements là où il y a l'événement. Un autre point qui est important, c'est pour ça que je vous parlais d'impact calendaire, c'est que comme vous le savez, on est toujours dans l'attente de ce qui va se passer pour les scolaires, les jeunes, aussi bien brevet des collèges que baccalauréat. On ne sait pas à ce jour exactement ce qui va se passer pour leur scolarité. Est-ce que l'éducation nationale va faire le choix de décaler les cours, de faire par exemple, un des scénarios qui a été évoqué, c'est de faire un bac en contrôle continu et du coup de faire perdurer les cours beaucoup plus tardivement que ce qui est fait habituellement. Si on est dans un scénario comme celui-là, évidemment que nous, d'un point de vue tarification, il va falloir qu'on l'impacte en système. Parce qu'on va pas pouvoir commencer nos prix estivaux été début juillet si finalement les scolaires sont encore tous à l'école jusqu'au 15 juillet. Donc ça, hyper important d'aller revoir tous ces moments-là dans votre calendrier à venir pour adapter, si besoin, par rapport à ce que vous aviez fait avant tous ces événements-là. Ça, c'est le premier point sur les événements. Pour le reste de l'année, quand vous allez regarder sur les mois à venir, moi, ma recommandation, c'est vraiment à ce jour de ne pas y toucher, de ne pas toucher à vos prix. Pour l'instant, on panique pas, ni dans un sens ni dans l'autre. On laisse la stratégie tarifaire. Si vous aviez bien établi une stratégie tarifaire cohérente selon les événements, le niveau de la demande et en vérifiant que vous étiez bien dans le marché par rapport aux concurrents, à ce jour, on n'y touche pas. La seule chose que je vous recommande, et c'est ce que moi je vais mettre en place dans mes optimisations, et ce sera mon point 2, c'est vraiment d'avoir une stratégie de reprise douce. C'est-à-dire que au moins sur le mois de la reprise, d'avoir une stratégie tarifaire plus douce que ce que vous auriez fait sinon, avec des leviers d'optimisation beaucoup moins exigeants que ce que vous auriez fait sinon. Moi, j'ai la conviction, par exemple, peut-être que je me trompe, bon, c'est enregistré, donc on verra si, si in fine j'avais raison ou j'avais tort. Moi, j'ai la conviction que fin avril, le confinement va se terminer. Au moment de la reprise de l'école le 2 mai, j'ai la conviction que le confinement sera terminé. Donc, dans un scénario comme celui-là, ça voudrait dire que le mois de mai, on va aller adapter la tarification. Si vous aviez des prix, je vais partir du postulat que vous aviez une grille de prix bien séquencée, faible, moyen, fort. Si vous étiez en tarification habituellement moyenne pour le mois de mai, mais auquel cas on va plutôt passer sur des prix faibles et on va démarrer comme ça. Si vous étiez en tarification forte au mois de mai, bon, peut-être que vous avez d'ores et déjà changé vos prix, j'imagine, mais voilà, décroître, passer à des prix moyens voire faibles pour essayer de démarrer sur une tarification vraiment plus douce. Et vous remarquerez que je vous propose une tarification plus basse, mais je vous recommande pas de casser vos prix. Parce que vraiment, casser ces prix, c'est bénéfique pour personne et ça vous fera pas améliorer votre performance. Vous allez remplir à bas prix et in fine, en termes de trésorerie, l'impact positif sera quand même relativement limité. Alors que vous pourriez probablement faire la même performance avec des prix beaucoup moins cassés. Donc, début avec une tarification plus douce, idéalement très peu de leviers d'optimisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des durées de séjour qui sont si possible absentes. Et si vraiment vous n'avez pas le choix que de mettre des durées de séjour, je pense notamment à certains investisseurs immobiliers en location saisonnière qui ont des enjeux liés aux frais de ménage qui sont très importants, auquel cas mettez vraiment le minimum, juste une durée de séjour de 2 nuits et c'est tout. Si jamais mon hypothèse est la bonne, si c'est le mois de mai, en revanche, il peut être intéressant d'essayer de capitaliser sur les ponts de mai notamment. Alors le 1er mai, le 8 mai, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais il me semble qu'il y a un pont fin mai à vérifier. Je suis pas sûre de moi. Peut-être que je dis des bêtises. Voilà pour ça. Et donc, dernier point sur la partie revenu management pricing, il va falloir impérativement suivre tout ça comme le lait sur le feu. Ça va être crucial. Il va vraiment falloir, plus que jamais, c'est vrai tout le temps, il faut idéalement suivre ces chiffres toutes les semaines, mais là, en l'occurrence, alors toutes les semaines si vous êtes loueur saisonnier, si vous avez un petit gîte, si vous êtes hôtelier indépendant, évidemment il faut suivre vos chiffres plusieurs fois par semaine, c'est très important. Dans tous les cas, là il va falloir les suivre plusieurs fois par semaine pour un loueur saisonnier et tous les jours pour un hôtelier. Ça c'est incontournable pour aller voir tout de suite comment réagit la demande. Est-ce que votre tarification et les actions tarifaires que vous avez fait suffisent en fait à capter de la demande et est-ce qu'on a d'ores et déjà des tendances de vente plus lointaines? Peut-être que on va avoir des tendances de vente relativement molles juste après la reprise, c'est d'ailleurs très probable,
Mais peut-être que certaines personnes vont du coup tout de suite se manifester pour aller réserver des séjours professionnels liés à des événements professionnels en septembre-octobre, etc. Peut-être que certaines personnes vont tout de suite aller se manifester pour aller réserver leurs vacances d'été, trop contents d'être libérés de ce confinement et vont tout de suite se projeter sur l'été. Donc il va falloir surveiller, comme le lait sur le feu, comment ça se passe d'un point de vue très court-termiste sur les semaines qui suivent la sortie du confinement, mais aussi sur un point de vue beaucoup plus long terme pour aller identifier tout de suite où est-ce que la demande commence à frémir, où est-ce que les gens commencent à réserver et de quelle façon est-ce que peut-être vous pouvez capitaliser sur cette demande en ayant des tarifications un peu plus élevées si c'est possible, selon la demande encore une fois et selon les fourchettes de prix du marché. Il sera d'ailleurs aussi important, ça m'y fait penser, de regarder votre concurrence un peu plus que d'habitude aussi. Parce que là, tout le monde va pouvoir réagir simultanément sur une situation nouvelle, donc il faut vraiment être vigilant sur ça. Donc voilà pour cette partie revenu management et pricing. Et puis il y a une dernière partie que je voulais partager avec vous dans ce live, c'est la partie produit, la partie service. En fait, il va être aussi très important de rassurer nos voyageurs, de rassurer nos clients, parce que là, on sort d'une période où on aura tous fait extrêmement attention au moindre toussement, au moindre mouchage, et c'est vraiment extrêmement bien, extrêmement vertueux. Mais en sortant, on aura de vraies menaces de rebond de la maladie. Ça fait partie de l'actualité qui est extrêmement surveillée sur les pays qui sont sortis maintenant, qui sont en train de sortir de cette épidémie, notamment en Chine. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle nous, on ne serait pas dans ce contexte-là. On aura évidemment aussi cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Donc tout le monde sera extrêmement vigilant sur cet aspect-là. Donc, il faut rassurer nos voyageurs sur la qualité du ménage et de l'hygiène qui est mise en place dans votre activité. Moi, ce que je vous propose, c'est de rassurer sur le côté petit établissement, que vous soyez loueur, gîte, maison d'hôte ou petit hôtel indépendant, on n'est pas sur des grands à 300 chambres, donc on peut vraiment surfer sur ce point positif qu'on apporte aux clients. On n'a pas des établissements avec un quai de gare où tout le monde circule constamment. Un autre point important, c'est de communiquer sur vos mesures d'hygiène. Si par exemple vous laissez reposer la chambre, comme beaucoup font, je l'ai entendu de beaucoup d'interlocuteurs, si vous laissez reposer la chambre entre deux séjours, c'est un point extrêmement positif pour le client et qui peut être extrêmement rassurant. C'est un argument commercial de poids, donc parlez-en, dites-le, c'est vraiment important. Vous pouvez aussi mettre en place des départs et des arrivées autonomes. Ça peut être un argument pour certaines personnes les plus inquiètes. Vous pouvez, dans votre bien ou dans votre chambre, offrir du liquide hydroalcoolique pour aussi aller dans ce sens de rassurer le client. J'ai pensé à un point qui est très important pour la partie location saisonnière. Il est vrai que quand on est loueur saisonnier, on peut avoir un client qui va se poser la question de la qualité du ménage. Quand on est hôtelier, on s'attend à une prestation professionnelle avec voilà, des gens qui font ça en activité principale. C'est le cas de beaucoup de loueurs saisonniers également, mais le client ne le sait pas forcément. Donc insistez sur ça, sur le fait que vous avez un ménage professionnel qui est exécuté dans votre bien et qui est fait vraiment selon les règles de l'art, donc qu'il soit tout à fait rassuré par rapport à ça. Et puis une astuce par rapport à ça, je pense que ça peut être de mettre un petit mot dans le titre de votre annonce pour dire que vraiment vous êtes sensible à cette notion du coronavirus et vous êtes vraiment dans une optique d'hygiène maximum par rapport au séjour du client et pour protéger à la fois le client et à la fois les personnes qui travaillent avec vous sur l'activité. Donc voilà, je vous ai partagé mes 3 piliers. Donc pilier commercial marketing, l'enseignement c'est vraiment de se dire qu'il va falloir qu'on soit réactif pour cette reprise. Le pilier revenu management, l'enseignement c'est vraiment de se dire, j'aurais pu plus détailler d'ailleurs l'enseignement. Commercial marketing c'est vraiment relancer ce qu'on a fait dans le passé, travailler sa présence en ligne, être bien positionné dans les algorithmes et avoir une logique locale pour capter le plus possible la demande locale et séduire la demande locale. Pilier revenu management, l'idée c'est vraiment de revoir sa tarification sur les mois à venir de façon globale, notamment sur les événements et les périodes fortes avec les impacts calendaires. La deuxième chose, c'est mettre en place une stratégie de reprise douce d'un point de vue tarifaire pour ne pas avoir tout de suite des prix forts et laisser la demande revenir petit à petit. Et la dernière chose, c'est suivre ces chiffres comme le lait sur le feu et suivre ce que vont faire les concurrents de la même façon, comme le lait sur le feu.
bien plus que ce qu'on pourrait faire en temps routinier, en rythme de croisière. Et la dernière chose, complétez vos services par des mesures d'hygiène ou en tout cas communiquer sur ce qui est déjà fait pour rassurer le client et vraiment montrer que vous prenez à cœur cet enjeu de coronavirus pour les protéger et protéger vos collaborateurs. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je m'étais dit une petite demi-heure et je vois que j'ai respecté le timing. Est-ce que vous auriez des questions à me poser sur ça? Est-ce que vous avez d'autres idées? Évidemment, j'ai pas du tout le monopole de l'idée sur la reprise. Est-ce que vous avez des idées sur ça? Est-ce que vous avez des questions peut-être auxquelles je n'aurais pas répondu? Alors, hop. Donc là, je prends connaissance de vos messages. Alors, je vois que Frédéric parle de sous-location. Alors, c'est vrai que pour la sous-location, il y a un enjeu fort d'avoir de la trésorerie pour faire face à ce type d'enjeu. L'échange avec le propriétaire est crucial, c'est sûr. Peut-être qu'un effort 50-50 peut être fait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la sous-location, c'est le fait de louer un bien et de le sous-louer par la suite en l'exploitant en location de courte durée. Dans un contexte comme celui-là, la difficulté, c'est que on n'a pas une banque à rembourser, mais on a un propriétaire à rembourser qui lui-même, la plupart des cas, doit aussi rembourser une banque. Donc ça se fait en bonne intelligence, évidemment, avec votre propriétaire pour faire en sorte de résoudre la situation. Oui, bah Frédéric, c'est ce que vous dites justement. Avec la banque, quand on est proprio, on peut décaler les échéances de 6 mois, mais quand on est en sous-location, évidemment qu'on peut pas décaler les échéances de 6 mois. Alors, il peut être aussi, comme je vous disais, en bonne intelligence, il peut être aussi évoqué avec le propriétaire la possibilité que lui-même négocie des reports avec la banque, de façon à ce que vous ayez enfin, que vous organisiez la même latitude pour vous que ce que la banque lui accorde. Ça pourrait être une solution, par exemple. Ah bah donc Valérie, c'est ce que vous dites. Je vous promets que je ne lis pas avant les messages. Selon la situation du proprio et la relation, s'il a encore un crédit, on peut lui demander de demander le report de son crédit et donc du loyer. Voilà, bon, on a eu la même idée exactement. Euh, Oui, alors Frédéric, vous mentionnez en effet la difficulté qu'on a avec Airbnb et Booking qui annulent directement les réservations. C'est vrai qu'il n'y a pas de concertation avec les autres. Après, annuler directement les réservations, dans un sens, il est probablement, alors c'est un choix entre la peste et le choléra, vous allez me dire, mais dans un sens, il est préférable peut-être que certaines réservations aient été annulées directement plutôt que maintenues et qu'après on ait des mauvais commentaires ou des situations pénibles à gérer, de clients qui réclament, etc. Parce que dans un contexte comme celui-ci, ça aurait été quand même certainement le cas. Ah, merci Nano de me dire l'ascension pour mai du 21 au 24. Merci, je ne suis pas folle. J'avais en tête qu'il y avait ça. Donc oui, typiquement, ce que je partageais sur le mois de mai, c'est que sur le mois de mai, on peut tout à fait se dire, je dans l'hypothèse toujours où mon scénario est le bon, c'est-à-dire qu'on sort du confinement fin avril et on a une reprise de l'économie. Alors reprise de l'économie, ça va être un grand mot, mais en tout cas, on a tous le droit de ressortir à partir de mai. Dans un contexte comme celui-ci, les gens vont avoir envie d'aller voir leur famille, ils vont avoir envie de se déplacer et de respirer de nouveau l'air extérieur. Donc je pense qu'il y aura quand même, alors comme je vous disais, peut-être 1er 8 avril, ce sera un peu tôt, mais pour l'ascension, comme le dit Nanou, ça sera probablement une opportunité sur laquelle surfer, parce que les gens voudront partir en week-end, se déplacer, aller voir des proches, et donc accroissement de la demande, et donc peut-être une des opportunités du mois de mai pour avoir un prix un peu plus élevé. Ma conviction, c'est effectivement un effet ressort avec une demande explosive. Alors, demande explosive, je me suis posé la question, en effet, merci pour ton commentaire. Demande explosive, peut-être pas tout de suite. On aura probablement un effet rebond, et d'ailleurs les économistes parient sur un effet rebond, même en 2021, un effet rebond avec une croissance de plus 6%. Donc ça veut dire que, en effet, si les économistes s'accordent à dire qu'on aura un effet rebond par la suite, notamment en 2021, ce qui reste quand même relativement lointain, il y en aura un. Après, de là à dire qu'on va l'avoir tout de suite,
Il faut être quand même mitigé. Le point qui pourrait nous faire douter de ça, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de Français qui ont vu leur pouvoir d'achat être un peu réduit du fait des chômages partiels. Donc ça pourrait avoir un impact. C'est vrai que les gens sont restés chez eux, ils ont pu économiser parce que quand on est chez soi toute la journée, à part dépenser pour les courses, on dépense pas grand-chose quand même, il faut se le dire. Euh, mais certains n'ont pas reçu 100% de leur salaire, donc voilà. Bonsoir Julia, merci pour ton message. Amélie, combien de temps de repos? Ah oui, bon, Emmanuel a répondu. Voilà, Airbnb recommande 72 heures. 72 heures de repos pour les biens, pour faire en sorte qu'en fait les molécules potentielles de coronavirus puissent disparaître. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions particulières. Est-ce que ça vous a semblé clair? Est-ce que peut-être vous avez d'autres idées? D'autres idées que vous allez mettre en place pour faire en sorte d'avoir vraiment une relance de l'activité la plus favorable possible. Est-ce que vous aviez pensé à d'autres aspects auxquels moi j'avais pas pensé? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà en tête des choses qui vont être mises en place pour leur bien, pour leur activité, pour faire en sorte de booster la demande tout de suite? Alors. Alors Frédéric, tu me dis, penses-tu qu'on n'aurait pas tout intérêt à mettre les tarifs au plus haut avec les annulations et le manque à gagner? Ce serait un juste équilibre. Alors, je comprends cette logique. C'est un risque à prendre, c'est un test qui peut être fait. En revanche, ma crainte, c'est le comportement des concurrents. Je pense que les gens vont avoir le réflexe de remplir, parce que là, globalement, toutes les annulations qui ont été faites, elles se portaient quand même sur avril, un petit peu mai, mais principalement avril. Donc, quand toujours dans l'hypothèse où on sort du confinement fin avril, quand on va arriver sur mai, globalement, les réservations qu'on avait, il y en a la moitié qui se sont annulées et les trous se sont pas remplis parce que personne n'a réservé. Donc, on va se retrouver vraiment sur du last minute. Euh, Ma crainte, peut-être infondée, mais ma crainte, c'est que on va dire les collègues les moins avertis d'entre nous aient le réflexe de casser les prix pour faire en sorte de remplir le plus possible et se rassurer pour avoir l'argent sous le coude. Donc il va falloir contrer un peu ce comportement-là de certains concurrents et faire en sorte de ménager un peu la chèvre et le chou pour éviter de détruire notre rentabilité, éviter de détruire notre prix moyen et notre chiffre d'affaires du mois avec des prix beaucoup trop bas. Mais en même temps, si on démarre tout de suite avec des prix qui seraient hauts ou qui seraient en adéquation avec ce qu'on fait d'habitude, j'ai peur qu'on soit hors marché. Alors là où tu as raison Frédéric, c'est que du coup, c'est probablement à voir aussi au cas par cas selon les marchés, d'où l'importance de bien se refaire une petite étude concurrence au moment de relancer l'activité pour vérifier et de la refaire régulièrement pour vérifier comment se comportent les concurrents et si on a une opportunité à laisser les prix tels qu'ils sont habituellement parce que personne n'a bougé et tout le monde a joué le jeu d'avoir une tarification relativement cohérente avec ce qu'on fait d'habitude. C'est pas impossible qu'il y ait certaines villes, certains marchés sur lesquels les gens sont relativement sereins et ne vont pas aller casser les prix. Mais je pense que dans d'autres cas, il faudra gérer le fait que les prix soient cassés. Mais du coup, ce que ça m'inspire aussi, ce que tu dis, Frédéric, c'est que du coup, là aussi où je te rejoins, c'est que en revanche, ça sous-tend aussi que cette année, il faudra vraiment pas rater les périodes événementielles, il faudra pas rater les périodes fortes, les périodes de vacances scolaires. Alors si évidemment vous êtes sur un bien où les vacances scolaires sont importantes, il faudra vraiment pas les rater, il faudra essayer au maximum de capter le plus de chiffre d'affaires possible parce que c'est là où on va faire notre année. Parce que là on a évidemment un énorme manque à gagner à compenser. Donc sur les mois à venir, là où d'habitude on a la demande, il faut qu'on soit au rendez-vous, il faut qu'on soit prêt avec une optimisation à la fois tarifaire sur des prix dans la mesure du possible le plus haut possible et une optimisation de l'inventaire avec des durées de séjour aussi les plus hautes possibles pour éviter ce qu'Emmanuel appelle les dents creuses. J'aime bien ce terme, je l'utilise maintenant, pour éviter les dents creuses et faire en sorte d'être au maximum à 100%.
Alors, Frédéric, tu dis Le Bon Coin, Google My Business. Oui, tout à fait, Google My Business et aussi Le Bon Coin. Alors d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Le Bon Coin propose maintenant une prise de réservation un peu comme du Airbnb. Donc ça peut être intéressant à creuser de votre côté. C'est vrai que Le Bon Coin, pour un certain nombre de villes, ça apporte quand même beaucoup de business. Amélie dit demain j'ai rendez-vous avec une société qui permet de faire de la communication en automatique sur plusieurs réseaux sociaux avec retargeting pour attirer des nouveaux clients et récolter des adresses email. Notre site n'est pas encore fait. Quand il sera fait, ce sera une façon d'attirer plus de prospects. Oui, alors c'est une bonne idée. Après, il faut s'assurer. C'est comme toute communication payante, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous assuriez que le retour sur investissement est vraiment à la hauteur de ce que vous investissez. Pour le rendez-vous de demain, peut-être que ça peut être un bon truc sur lesquels vraiment les questionner et vérifier que vous allez être gagnante sur l'opération. Comment est-ce que la société vous assure un retour sur investissement intéressant? Comment est-ce que vous avez la possibilité de traquer les réservations qui sont issues de cette communication qui est faite sur les réseaux sociaux et du coup de l'argent que vous allez mettre pour avoir ce service, parce qu'évidemment je pense que le service est payant. Et j'en profite pour dire que cette communication-là payante, quelle qu'elle soit, si vous avez l'intention de faire de la communication payante, évidemment, enfin évidemment ou pas, je sais pas, mais bon, c'est peut-être mieux en se le disant. En ce moment, c'est pas du tout le moment pour le faire, puisque personne n'a l'intention, il n'y a pas d'intention d'achat. On pourrait se dire, tiens, bah, je vais communiquer maintenant pour essayer de capter l'intention d'achat des gens qui veulent réserver leurs vacances d'été, par exemple, parce qu'on sera plus confiné en été, on touche du bois. Mais l'esprit des Français n'y est pas du tout. Donc là, gardez vos euros pour la communication payante. C'est plutôt pour la sortie du confinement, au moment où tout le monde sera affairé à reprendre sa vie et revoir ses proches. Alors Laure me dit, j'ai des demandes d'annulation pour le mois de mai-juin. Si les voyageurs ne souhaitent pas reporter mais me demandent un remboursement, les rembourserais-tu? Oui, je les rembourserai. Alors en mai, tu précises pas si c'est début mai ou fin mai. Évidemment, si c'est fin mai, on a plus de chances de revendre. Juin, toujours dans mon hypothèse de fin de confinement, fin avril, juin, on a vraiment des chances de revendre. Donc l'idée là, c'est d'évaluer quel est le risque d'avoir au final des nuitées vides. S'il y a un risque important d'avoir au final des nuitées vides, peut-être qu'il peut être intéressant d'échanger en bonne intelligence avec le client et de voir. Après, si les conditions d'annulation prévoient qu'on est dans un délai où il est possible d'annuler pour le client, je ne sais pas si les clients ont signé ou non des conditions d'annulation. Et dans ce cas-là, s'ils sont dans un délai qui est OK par rapport aux conditions d'annulation, on doit appliquer nos conditions d'annulation et malheureusement, on n'a pas vraiment de recours par rapport à ça. En tout cas, d'un point de vue performance revenu management, si c'est de mi-mai à juin, et si on sort du confinement fin avril, on peut se dire que ça laisse quand même décemment du temps pour revendre les chambres, donc ça pourrait être OK. Maggie dit je communique actuellement en faisant découvrir la Martinique, question de donner envie. Bah, tant que c'est une bonne idée quand même, tant que vous investissez pas d'argent sur ça, c'est une bonne idée. Après, c'est vrai que à ce jour, moi, je garde la conviction que dépenser des euros dans la communication payante, ce serait dommage. Ce serait dommage. Frédéric me dit apparemment les maisons sur Arcachon cartonnent en Airbnb. Il y a beaucoup de zones qui profitent de ce confinement. Alors, c'est vrai qu'autour de moi, les différentes personnes à qui j'ai parlé me donnent plein d'exemples de réservations qui sont faites pour du confinement. J'ai eu un exemple qui m'a été partagé d'un médecin qui a réservé son séjour. C'est vrai que la population médecins, chirurgiens, etc., c'est une population qui va pas forcément avoir besoin des réseaux de solidarité qui sont mis en place pour les soignants. C'est des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie et qui du coup se disent bah voilà, je veux choisir mon lieu de séjour, j'ai envie de quelque chose de sympa et qui du coup vont investir entre guillemets dans un logement. J'ai vu avec Emmanuel des exemples de personnes qui faisaient des travaux, qui sont restées bloquées dans la ville, des exemples de personnes qui étaient en panne et qui restent dans la ville. Dans les échanges sur le webinaire Welcome à la maison, on parlait de personnes qui voulaient être confinées dans des lieux plus sympas que leur lieu d'habitation, donc qui ont tout de suite fait le choix de partir dans un lieu qui paye pour pouvoir être confinées dans un lieu sympa. Donc voilà, tout ça sont des exemples qui sont possibles. Après, c'est des cas qui sont difficiles à capter quand même. Et sont pas, en tout cas, j'ai eu personne à ce jour qui m'a dit, grâce à ces cas-là, j'arrive à remplir complètement mes calendriers.
c'est un peu des coups de chance et c'est un peu sporadique dans le calendrier. Donc c'est vrai que ça existe, il faut se le dire, hein, c'est une réalité et une opportunité, mais malheureusement à ce jour c'est pas ça qui va sauver notre trésorerie du mois de mars. Euh, Frédéric me dit exactement merci pour tes retours. Ah bah, top, merci à toi. Maggie, Frédéric, en effet, il ne faut pas casser les prix. Oui, tout à fait, hein. Et d'ailleurs, si jamais ce que je disais n'était peut-être pas transparent, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut pas non plus casser les prix. Il faut avoir, comme je disais, une reprise douce, mais pas aller vraiment casser nos prix sur ça. Euh, Amélie, tu me dis 80 € par mois et malheureusement, je me souviens plus ce à quoi ça fait répondre. Ah oui, c'est le prix du retargeting. Oui, ça va, c'est vrai que c'est quand même relativement raisonnable. 80 € par mois, c'est vrai que c'est pas non plus extrêmement important. Euh, voilà. Écoutez, je vais peut-être juste redire les trois points qu'on a vus ensemble, parce que je vois que plusieurs personnes nous ont rejoints. On a vu proactivité commerciale et marketing, avec 3 points à l'intérieur qui vont être importants. C'est relancer les ventes passées et relancer ses partenaires commerciaux, notamment les sociétés. On a vu aussi sa présence en ligne, essayer de favoriser sa position dans les algorithmes, donc accepter des programmes promotionnels de booking, notamment les promotions géolocalisées avec un petit pourcentage promotionnel. Si vous n'êtes pas en prise de réservation instantanée avec Airbnb, prenez la peine de le faire pendant cette période-là, ça va vous aider dans les algorithmes. On a vu aussi le fait que chaque contact doit convertir en vente, qu'il faut, si vous le pouvez, être présent sur plus de sites pour vous donner plus de chances de vendre. Et le dernier point sur la partie commerciale et marketing, on s'est dit une logique locale, démarcher les sociétés, potentiellement centre de formation aussi, et si vous avez un bien d'exception, vous pouvez même peut-être vous permettre de communiquer localement, notamment dans un journal local ou un magazine. Sur le pilier revenu management, c'est le deuxième point dans les idées. Révisez l'année à venir, faites en sorte que sur vos événements et sur les vacances scolaires, vous adaptez s'il y a des changements, décalage d'événements, décalage des vacances scolaires, notamment en juillet pour les scolaires et le bac. Euh, Ne changez pas vos prix sinon par ailleurs, en tout cas c'est ma recommandation à ce jour, plutôt ne pas changer les prix, ne pas y toucher pour l'instant. Mais deuxième point, la seule chose sur laquelle vous pouvez probablement, et ça va vous aider à adapter votre tarification, c'est pour faire une reprise douce de la tarification dès lors qu'on va sortir de confinement. Dès lors qu'on va sortir de confinement, comme je vous disais, moi je pense que ce sera plutôt fin avril. Sur le mois de mai, vous pouvez tout à fait avoir des prix qui sont plutôt des prix faibles, sauf sur la deuxième moitié du mois de mai où on a l'Ascension, qui peut être un pont qui va probablement capter beaucoup de déplacements. Les gens vont avoir envie de revoir leurs proches. 1er et 8 avril sera probablement un peu tôt. Et le dernier point revenu management, c'est qu'il va falloir plus que jamais suivre ces chiffres comme le lait sur le feu. Et aussi regarder ses concurrents d'un œil aguerri parce que tout le monde va vouloir réagir. Il faut vraiment s'assurer que vous êtes dans le marché, vous n'êtes pas en train d'être beaucoup trop cher ou à l'inverse peut-être beaucoup trop peu cher. À peine français cette formulation, mais en tout cas assurez-vous que vous avez un œil aguerri sur tout ça. Et le dernier point que j'ai partagé du coup dans ce webinaire, c'est de se dire il faut rassurer sur notre service, rassurer sur le sérieux de notre service, euh, rassurer sur le côté petite capacité, on n'est pas sur un quai de gare où tout le monde circule, euh, partager toutes les mesures d'hygiène que vous mettez en place, notamment le fait de faire reposer votre bien. Vous pouvez proposer les arrivées et les départs autonomes. Vous pouvez proposer dans le bien du liquide hydroalcoolique pour assurer aussi le client. Si vous êtes loueur saisonnier, parlez du fait que vous avez un ménage professionnel, parce que sinon les clients pourraient se poser la question si c'est fait par des professionnels ou non. Et puis mettez aussi, si vous le pouvez, dans le titre de l'annonce que vous êtes vraiment orienté. Alors, j'ai pas de formulation marketing à vous proposer, je vous avoue. Je pense que l'idée me semble vraiment importante, mais j'ai pas trouvé de formulation. Je vous laisse voir ce qui peut être intéressant, mais en tout cas de montrer que vous êtes conscient Covid-19 et que voilà, cette menace de rebond qu'on va avoir au sortir du confinement, eh ben, vous l'avez bien à l'esprit et vous voulez protéger vos clients et protéger vos équipes. Donc voilà pour les points qui ont été partagés. Je vais faire une dernière vérification de vos commentaires et de vos questions potentielles. Et puis après ça, bah, je vais vous proposer de nous arrêter là. Alors, eh bien, figurez-vous que je n'ai plus Internet au moment où je parle. Donc malheureusement, je ne suis pas certaine de pouvoir voir vos commentaires. Hop. Ah si, super. Donc,
Voilà. Laure me dit merci Elise, date d'annulation du 31 mai au 2 juin, il me demande un remboursement total alors que je suis en condition stricte Airbnb. Alors, bah, déjà 31 mai 2 juin, ça va. Ça va parce que ça laisse quand même le temps, ça va laisser un mois. Dans l'hypothèse où on sort fin avril, ça va laisser un mois quand même pour recapter des ventes, donc je pense que c'est assez large. Je pense que vous pouvez être sereine. Conditions strictes sur Airbnb, il me semble que là ils sont dans leur bon droit, hein. J'ai un doute. Il faudrait calculer le nombre de jours. Mais alors après, s'ils vous écrivent, c'est peut-être qu'ils sont justement pas dans leur bon droit et qu'ils négocient. Mais ça me semble loin quand même. Ça fait mars, avril, mai, ça fait dans 2 mois. Je suis étonnée. Si vous pouvez me donner plus d'infos sur ça. Euh, et Jérémy me dit merci pour ce live, bon courage à tous. Bah écoutez Laure, juste peut-être avant de conclure le live, bah, il y a deux choses. Soit ils sont dans leur bon droit, et auquel cas, moi je pense que si j'avais été dans votre situation, j'aurais accepté. D'une part, ils sont dans leur bon droit, donc inutile d'aller changer ça, et vous avez encore du temps pour en fait retrouver une réservation. S'ils ne sont pas dans leur bon droit, si là on a déjà atteint le délai dans lequel ils vous doivent la totalité de la réservation, au vu du contexte, vous pouvez probablement avoir une attitude plus commerciale, on va dire, en disant bah écoutez, je vous propose de faire 50-50. Vous ne pouviez pas anticiper Covid-19, je ne pouvais pas anticiper Covid-19, donc on fait 50-50 dans ces circonstances-là. Et en réalité, moi je pense que vous allez revendre vos chambres. Donc vous pouvez vraiment être sereine sur ça. Voilà, c'est ma conviction. Écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Merci pour ces échanges, merci pour les partages, c'était vraiment très intéressant. Si vous avez par la suite d'autres questions, avec grand plaisir. Si vous voulez continuer à discuter de tout ça avec des personnes qui sont dans la même situation que vous, eh ben, vous pouvez continuer sur la page d'affiche complet sous ce live à poser vos questions, à parler entre vous. N'hésitez pas. L'idée c'est vraiment que ce live puisse nous aider tous à être en ordre de marche quand on va sortir de ce confinement. Donc voilà, continuons à partager. Merci à vous pour avoir été là. Merci à vous pour ces partages. Et puis je vous dis bah, à très vite. Bon courage à tous.